Moi, quand j'ai un patient au téléphone, je me dis, je l'aurai probablement plus jamais au téléphone. On pense que le suicide, c'est juste le moment où la personne essaye de mettre fin à ses jours. On passe pas à l'acte du jour au lendemain. Avez-vous des idées suicidaires ? On sait que poser cette question, ça sauve des vies. Le suicide, c'est pas une seule cause, c'est une multitude de causes et de facteurs. Ça veut dire qu'il y a tout un processus et donc on peut faire de la prévention. Briser ce tabou pour libérer la parole et faire en sorte que les gens aillent appeler ce numéro et demandent de l'aide systématiquement quand ils en ont besoin. La première chose, c'est d'être là, pouvoir la réassurer, d'être en capacité effectivement de l'entendre. On va prendre un temps d'écoute, de mise en confiance, de comprendre un petit peu la situation. Il faut qu'on soit là, on veille. On sait qu'il y a une demande, il y a un vrai besoin. C'est là où on vous dit qu'il y a encore du chemin à parcourir. On a des solutions pour pouvoir aider les gens à sortir de leur souffrance. En parler, ça sauve des vies, c'est essentiel. Et parce qu'on sait que c'est un sujet qui est excessivement tabou. Pour la prévention du suicide, la France a donc une stratégie. Elle repose sur plusieurs dispositifs qui agissent chacun sur un segment différent. Chaque année en France métropolitaine, on compte près de 200 000 passages aux urgences et 100 000 hospitalisations après une tentative de suicide. Et comme le disait précédemment le professeur Fabrice Joland, un premier passage à l'acte est un facteur de risque majeur. C'est là qu'intervient Vigilance, un dispositif qui recontacte les personnes après leur geste. C'est ce que vont nous expliquer Émilie Pioufre-Sauvaget, Béatrice Bloclet et Christophe Debien. J'ai plusieurs missions, notamment en prévention suicide, pour un peu plus de la moitié de mon temps. Mes missions, concrètement, c'est la mise en œuvre de la stratégie nationale multimodale de prévention suicide, donc en l'application des 5 axes. Le premier, c'est la mise en place du dispositif Vigilance. Le promouvoir, le faire connaître, c'est le dispositif de maintien du lien avec les personnes qui ont fait une tentative de suicide. L'objectif, c'est de réduire la réitération suicidaire. Donc concrètement, c'est-à-dire que nous, à l'hôpital, nous avons des référents prévention suicide, donc faciliter la mise en œuvre de Vigilance, faire aussi des rétextes autour de est-ce que ça fonctionne, est-ce que c'est vraiment appliqué, le faire connaître aussi auprès des professionnels libéraux, notamment les psychologues, les médecins, puisque les professionnels qui auront inclus le patient dans Vigilance pourront aussi avoir un retour à chaque fois que la personne aura répondu au téléphone à l'infirmière, au professionnel spécifiquement formé qui l'aura contacté. C'est vraiment l'essentialité du lien à l'autre, en plus du travail qui est fait par les équipes, par les infirmiers, les aides-soignants, les psychiatres, les médecins généralistes, les psychologues, etc. On sait que les gens qui font une tentative de suicide, quand ils sortent d'un dispositif de soins, beaucoup sortent très très vite. Dans ces patients qui sortent dans ces 24-48 heures, eh bien un certain nombre vont réitérer leurs gestes dans les 6 mois qui viennent. Et dans ceux qui réitèrent, hélas, il y a ceux qui meurent. Du côté de San Francisco, le docteur Jérôme Motto a montré qu'en maintenant un lien avec ses patients, on baissait le risque de réitération suicidaire et le risque de mort par suicide. Il y a 33 centres vigilance en France qui sont des centres de recontact et de veille. Je suis le docteur Christophe Debien, je suis praticien hospitalier en psychiatrie. Je suis devenu le responsable national du dispositif. L'idée de ce dispositif qui est né donc en 2015, ici, dans le Nord-Pas-de-Calais, ça a été de s'appuyer sur le souci de l'autre, l'aller vers, le maintien du lien. Le professeur Veva avait mis en place un protocole de maintien du lien et de veille, un protocole de recherche qui s'appelait Algos. Ce protocole de recherche a pu être mis en application en vie réelle. Ça a donné Vigilance. Et est-ce que pour vous, il y a une différence, on a pu voir notamment le 31-14, entre une tentative de suicide et la réitération suicidaire ? On passe pas à l'acte du jour au lendemain. C'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y a tout un processus et donc on peut faire de la prévention.
Si c'était du jour au lendemain, on aurait 2 heures pour faire de la prévention. On voit qu'on ne pourrait pas s'organiser comme on s'organise aujourd'hui avec différents dispositifs. Vous avez cité le 3114. Vous voyez que c'est complémentaire de vigilance, complémentaire du programme Papageno et puis d'autres initiatives du travail des associations notamment. Le fait qu'on soit dans une période comme ça, dans un processus qui amène à l'idée suicidaire, on avance comme dans un tunnel progressivement. Même quand on arrive à en sortir, on reste dans une zone de vulnérabilité. Et quelquefois, il suffit de pas grand-chose, entre guillemets, pour revenir dans l'entonnoir. Donc, on est dans le même schéma. Le premier geste et la réitération, c'est juste que on s'est réjoui trop vite en se disant « ça y est, j'en m'en suis sorti ». C'est l'intérêt de vigilance. Il faut qu'on soit là, en veille. Et vigilance, c'est pas longtemps, hein. C'est pas la veille toute votre vie. C'est 6 mois, quelquefois c'est 2 fois 6 mois. C'est plutôt rare, même que ça soit 2 fois 6 mois. La plupart des sujets qui rentrent en vigilance, on ne les veille que pendant 6 mois. Les patients, quand ils sortent des urgences, ils sortent avec une petite carte, avec un numéro vert. Et puis, de temps en temps, il faut aller vers eux, donc que ça soit par téléphone, et puis d'une façon qui peut paraître un peu anachronique, mais aussi par carte postale. Qui passe ses coups de téléphone ou qui écrit ses cartes? Vigilance, vous l'avez bien compris, ça commence aux urgences. Nos collègues urgentistes, eux, ils envoient une espèce de signalement à la cellule de veille et de recontact. Et les cellules de veille et recontact, elles sont composées d'infirmières et de psychologues. Alors on les appelle des vigilanceurs et des vigilanceuses. C'est pas un terme très joli, mais c'est le seul terme qu'on ait trouvé qui permet de comprendre tout de suite. Et donc, ce sont des professionnels de santé qui sont formés tout spécialement à la prévention du suicide, ça c'est une chose, mais en plus qui ont développé un savoir-faire dans la gestion de la crise suicidaire au téléphone. Nous, on est amenés à appeler des personnes qui ont donc fait un geste suicidaire et passé dans les services de soins, notamment dans les urgences. Le patient, lors de l'appel, et on appelle donc le patient. On va évaluer bien sûr la crise suicidaire, voir où en est le patient aujourd'hui, si effectivement il y a toujours des idées suicidaires. Et on fait bien sûr un entretien classique clinique par rapport à sa situation familiale, professionnelle et par rapport aux difficultés qu'il nous amène en fait. On rebondit beaucoup sur ce que nous dit le patient. C'est vraiment des appels qui sont très chouettes. Moi quand j'ai un patient au téléphone, je me dis je l'aurais probablement plus jamais au téléphone. Il n'y a pas du tout de limite d'âge, donc on peut avoir une personne de 80 ans ou un jeune de 14 ans. J'essaie tout d'abord de créer un lien avec le patient, donc avec les jeunes, ça va être qu'est-ce que tu fais en dehors de l'école, c'est quoi tes hobbies, enfin voilà, on crée vraiment une alliance qui est importante parce qu'après parler de la crise suicidaire, c'est pas forcément facile. Nous, c'est vraiment une évaluation, donc ça, moi je le dis tout de suite au patient, je pose le cadre, comme ça il sait où on va. Et puis après, il me dit ce qu'il a envie de me dire. On est là vraiment pour faire un point à ce moment-là. On n'a pas besoin de connaître toute sa vie, de tout savoir en détail. Quand on a un patient au téléphone, si je trouve qu'il ne va pas bien, je peux éventuellement le rappeler. Surtout s'il n'a pas de suivi, s'il est plutôt isolé, ce qui est beaucoup le cas de nos patients. Mais très vite, je vais le relayer vers le centre qui va faire le suivi. Après, si vraiment il y a des inquiétudes, on travaille donc nous au SAMU, soit les proches peuvent amener le patient aux urgences, mais on peut aussi déclencher les secours. On appelle nos collègues de la régulation qui vont envoyer un moyen pour emmener le patient à l'hôpital pour qu'il soit évalué en présentiel avec l'équipe de psychiatrie des urgences. En 3 ans, l'efficacité du travail des vigilanceurs et des vigilanceuses a été reconnue. En 2015, c'était un dispositif qui ne concernait que les Hauts-de-France, à l'époque même le Nord-Pas-de-Calais. En 2018, Madame Agnès Buzyn, qui était alors la ministre de la Santé, a décidé d'en faire un programme national. Aujourd'hui, ça paraît pas étonnant. On a vécu les années Covid, donc on sait qu'on peut faire beaucoup de choses par téléphone. Mais en 2015, je vous assure que tout le monde doutait un petit peu de cette possibilité-là. Du coup, c'est un programme national depuis 2018. Est-ce qu'il y a déjà des premiers enseignements, des premiers résultats que vous avez pu tirer du programme? Tout de suite, les vigilanceurs et les vigilanceuses ont fait remonter la satisfaction, l'étonnement. Les gens étaient étonnés qu'on les rappelle après un passage à l'hôpital et qu'on se préoccupe d'eux. Quand on travaille dans les secteurs de psychiatrie, c'est parfois un peu compliqué parce qu'on sait que les patients qui sont là ne vont pas bien. Ils sont parfois hospitalisés sous contrainte. Et en tant que professionnel, on n'a pas souvent des retours positifs. À vigilance, les personnes sont contentes, majoritairement à 99%, le fait d'aller vers elles, et ça revient tout le temps, le fait de recevoir des cartes postales quand les patients vont pas bien ou qu'on n'arrive pas à les joindre par téléphone. Et ça, c'est vraiment pour nous quelque chose de plutôt valorisant.
Et on a eu la chance d'être sous évaluation dès le début, entre 2015 et 2018. Il y a à la fois la Fédération de recherche en santé mentale des Hauts-de-France, et puis il y avait Santé publique France. Et les résultats, ils ont été bien meilleurs que ce qu'on attendait, à savoir moins 38% de réitération suicidaire dans le groupe Vigilance. On n'avait jamais vu ça. Est-ce que vous recevez par exemple des cartes de remerciement de vigilanceurs, enfin de personnes qui ont été aidées? C'est vraiment pour eux un soutien. On a des personnes qui nous écrivent une fois, parfois qui font un petit clin d'œil, qui nous envoient aussi 4 cartes postales, parce que quand les personnes reçoivent des cartes postales, c'est par 4. Et parfois, les personnes nous appellent. Il y a des développements qui sont prévus pour Vigilance. On s'est dit maintenant, on sait que c'est efficace, donc il va falloir qu'on aille encore plus convaincre nos collègues de faire rentrer les gens dans le dispositif. On sait que les services des urgences sont engorgés et c'est pas forcément facile pour une équipe de psychiatrie de se dire « Ah ben, le patient a fait une tentative de suicide, faut pas que j'oublie Vigilance ». Retourner vers ce qu'on appelle les centres prescripteurs, donc les services d'urgence, de réanimation, des pédiatres, peut-être demain les médecins généralistes, peut-être même les pharmaciens, pour les convaincre de ne jamais oublier de signaler ceux qui ont fait une tentative de suicide pour qu'ils rentrent dans le dispositif Vigilance. J'ai entendu parler d'une extension carcérale, Vigilance pour les prisons. Est-ce qu'il y a des développements prévus pour le dispositif? Oui, on a envie de faire mieux. Donc de cibler des populations qui sont encore plus à risque. Et effectivement, les détenus, c'est 7 fois plus que la population générale. Pour les détenus, Vigilance détenus, on a choisi de n'avoir qu'un lien épistolaire. Contrairement à la population générale où c'est téléphonique et épistolaire. D'abord parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone dans les cellules, ce qui change là ces derniers temps. Et puis parce qu'il y a une tradition épistolaire en prison, et on le voit, ça marche bien, les détenus nous répondent, c'est vraiment quelque chose d'assez chouette. On a envie d'aller encore plus loin. Les jeunes, peut-être d'adapter le dispositif Vigilance à cette population. Alors jeunes, c'est 15-25. Et puis ceux qu'on oublie tout le temps dans la prévention du suicide, c'est des personnes âgées. Les plus de 65, voire plus de 75, pour lesquels, hélas, la première tentative de suicide, c'est souvent la dernière. Donc là où on voit qu'il faudrait qu'on soit un peu plus en amont encore, et donc peut-être repenser Vigilance pour cette sous-population. C'est lié un peu d'ailleurs à ce que vous dites, mais est-ce que vous pensez qu'il y a encore un tabou sur le suicide dans notre société? Est-ce que c'est peut-être aussi ça qui empêche certains corps de métier de prendre à bras-le-corps le sujet, entre guillemets? La dernière fois, une de mes collègues me disait qu'elle avait rencontré des médecins traitants lors d'une réunion. Ils ont des affiches pour la prévention du suicide. C'était compliqué pour eux d'imaginer mettre cette affiche dans leur salle d'attente parce que très souvent, ce qui vient à l'esprit des gens, c'est de se dire si on parle du suicide, ça va faire que la personne va avoir envie de se suicider. Ça, c'est vraiment une des premières idées reçues qui est encore très présente aujourd'hui. Les soins psychiatriques sont montrés du doigt. Vous le savez, on a peur d'être attaché, on a peur d'être piqué, on a peur d'être sédaté. Tout ça, c'est encore très fortement ancré dans nos sociétés. Du coup, ça empêche d'aller aux soins. Et puis, il y a des stéréotypes de genre. Les hommes n'ont pas le droit de faire une dépression. Parce que la dépression, c'est être faible et que les hommes ne sont pas faibles. Il y a encore ces stéréotypes-là qui font que la dépression chez l'homme, on la dépiste de façon beaucoup plus tardive. Les hommes ne vont pas aux soins. Et hélas, quand on les voit arriver, c'est après un geste qui, souvent, en plus de ça, est mortel. Ce terme de suicide assisté, même si d'un point de vue épistémologique, il est bon, quand on est préventeur en suicide, c'est une horreur de faire une confusion entre la fin de vie et la problématique suicidaire, parce qu'il faut arrêter de parler de suicide assisté, il faut parler de mort assistée. On a encore des difficultés aujourd'hui à faire de la prévention du suicide de façon ouverte, même si, il faut quand même bien avouer que grâce à vous, grâce à un tas de témoignages, on parle du suicide de plus en plus souvent, de mieux en mieux, oserais-je dire. Il y a le programme Papageno qui a aussi permis, avec les journalistes, avec les créateurs de fiction, pour apprendre à mieux communiquer autour du suicide. Donc je pense qu'on vit une époque où la prévention du suicide est en train de prendre plus d'ampleur, même si effectivement ça reste encore un petit peu difficile. Le deuxième pilier de cette stratégie, c'est le 3114, le numéro national de prévention du suicide. Un numéro d'utilité publique qui devrait être aussi connu que le 15, le 17 ou le 18.